Bonjour, je m'appelle Félix Durand et je suis poète et doctorant en recherche et création littéraire au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Donc, dans ma thèse, très rapidement, je m'intéresse plus particulièrement à la poésie québécoise des années 80 et à la question de la lecture comme processus d'interprétation par lequel nous construisons un univers de sens, notamment dans la littérature. Donc, mes recherches portent sur des recueils difficilement saisissables, des recueils souvent qualifiés à tort ou à raison par la critique de formalistes, voire même d'illisibles. Comme je travaille en quelque sorte sur un savoir de la littérature, je ne fais évidemment pas qu'étudier des poèmes, je m'intéresse à d'autres formes de publication, comme des articles. Il y a beaucoup de poètes dans les années 80 au Québec qui publient, par exemple, dans des journaux, dans des revues, ou encore à des communications de colloques. Je tente, à travers ces lectures, de saisir l'esprit de communauté propre aux poètes des années 80. Plusieurs de ceux-ci et de celles-ci ont étudié ensemble à l'université et sont de grands amis. Ça paraît beaucoup dans les livres. Ils ont suivi les mêmes cours à l'université et parfois des réflexions très, très similaires émergent d'un livre à l'autre. Mes projets d'écriture à moi reprennent plusieurs de ces questions-là. Bien que ma pratique s'inscrive dans la poésie, j'aime beaucoup mélanger les genres littéraires. J'ai, par exemple, écrit de la poésie-théâtre, et pour ma thèse, je travaille sur une adaptation, réécriture, disons, très libre d'un film de Lars von Trier en poésie. J'ai également commencé un nouveau projet au début de la pandémie avec Charlotte Moffett, donc une jeune écrivaine et surtout une amie qui m'est très, très chère. Donc, ce livre prend la forme d'une correspondance par poème dans laquelle nous nous interrogeons, entre autres, sur notre amitié. Donc, comme nous avions l'habitude de nous côtoyer presque tous les jours et que nous sommes maintenant confinés loin de l'autre, nous essayons de voir comment la correspondance et l'éloignement modulent notre amitié et notre intimité. Donc, si je parle autant d'amitié depuis le début de cette petite conférence, c'est parce qu'à mes yeux, la poésie est indissociable de la question de la communauté. Dès le début de mes études universitaires, la poésie m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui ont eu un impact sur ma façon d'écrire et de lire la poésie. J'ai eu la chance d'apprendre à éditer de la poésie aux côtés de deux merveilleuses poétesses, Karianne Trudeau-Beaunoyer et Roxane Desjardins, dont je vous conseille la lecture des recueils, qui m'ont en quelque sorte légué leurs connaissances. Je cherche encore aujourd'hui, tant bien que mal, de m'acquitter de cette dette symbolique en partageant ce savoir et surtout cet amour que j'ai pour la poésie, cet amour que j'ai reçu en héritage de mes amis. Donc, inutile de vous dire à quel point je me sens vraiment choyé de me retrouver devant vous aujourd'hui. Dans des circonstances, bon, évidemment, un peu étranges, j'en conviens, mais bon, devant vous pour vous parler de poésie québécoise contemporaine et plus précisément d'un recueil tout neuf qui est publié en juin dernier chez Le Cartanier. Donc, le premier recueil de mon amie Karianne Trudeau-Beaunoyer intitulé Je suis l'ennemi, que vous voyez ici. C'est un tout petit livre très, très intime d'à peine 100 pages qui raconte l'histoire d'une jeune femme de son origine. Quand je dis son origine, je parle du ventre de sa mère, donc vraiment l'origine, jusqu'à l'âge adulte. Il s'agit d'un recueil en prose où les personnages ont quelque chose de très fantomatique. Donc, on nous parle d'une jumelle morte, d'un père absent et d'une mère terriblement déprimée. Donc, on voit une ambiance assez mortifère quand même. Mais tout de même, source de lumière dans cette histoire de famille, la grand-mère de la protagoniste qui apparaît vraiment comme une alliée, comme une confidente. Il s'agit donc d'un livre sur l'enfance, sur une identité qui tente de se construire malgré un univers plutôt noir. Pour survivre, la fillette va convoquer continuellement, je cite, sa miette ou sa mie, M-I-E. Petits surnoms affectifs qui vont être donnés parfois à la jumelle et qui constituent une sorte d'ami imaginaire pour la jeune protagoniste. Mais bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous lire quelques extraits du prologue intitulé Où vont les morts, d'où viennent les enfants. Je pense que la meilleure façon de s'initier, c'est vraiment par la lecture. Donc, j'y vais. Il arrive, pendant les grossesses gémellaires, qu'une des jumelles meurt spontanément. Parfois, le placenta assimile les restes du fœtus. Parfois, la mère ou la jumelle survivante les incorpore sous la forme d'une tumeur contenant des os, des poils, des dents, du cartilage immature ou des fragments de tissu. Ici, de la poussière. Le mot poussière n'existe pas encore. Seul existent les jours d'avant les jours,
la couleur de la suie, une galerie de fées d'eau douce. Nous sommes fébriles. Dehors, l'univers est rempli de dangers. Dehors, un arbre tombe et le bruit de l'arbre qui tombe résonne jusque dans notre caverne. Un arbre tombe et la poussière remuée par sa chute colle aux parois. Un arbre tombe et tout se passe comme si rien n'avait précédé sa chute, comme si l'arbre n'allait jamais finir de tomber, comme si nous risquions de sombrer avec lui, sèche, gauche et fini, nous. Tout se passe comme si l'arbre c'était nous. Au cœur de notre tronc sectionné, nos nerfs se déploieraient en des cercles concentriques. Ils dessineraient des anneaux. Il y en aurait peu, pas assez pour garantir que nous avions vécu. Nous nous tenons sous les cloisons molles d'un drap déposé sur 4 chaises au vernis usé. Du bout des doigts, j'arrache les écailles des pattes de bois. Quand tu étires les bras, le tissu forme une pointe, puis tu replies les coudes et le plafond se relâche vers l'intérieur. L'espace se resserre. De nous deux, tu es celle qui conserve, sans jamais se lasser, le goût de rapetisser, de ne pas faire de bruit, de mener une existence ténue. Notre pensée engendre notre monde. Nous n'avons pas grand-chose pour nous distraire. Une bille de la taille d'un ongle qui traîne là. La perle surgit tout à coup du drap écarté. Nous avons. Tu me proposes un jeu. Je ne pressens rien à tes manigances. Je te fais confiance. Comment pourrait-il en être autrement? Tu es légère, entêtée. On joue à faire le mort. La première qui remue a perdu. Veux-tu, mamie, veux-tu? On joue. Tu es moins hardi que tu en as l'air. Tu resteras pour surveiller notre abri. Je dois traverser un rideau noir. La poussière me suit. Inutile de chercher à m'en débarrasser. J'essaie. Je remplis ma bouche de poignées de poussière. Je renonce. La poussière recouvre tout. Elle étouffe le moindre bruit. Impossible d'avancer sans tracer de petits sillons. J'avais trop peur pour rentrer tout de suite. J'ai marché longtemps à la recherche de la perle. Quand je suis revenu, tu avais disparu. Et le drap et les chaises aussi, et soudain la maison avait perdu sa souplesse. Une femme s'affairait dans la cuisine et, dans mes mains, la bille avait perdu sa valeur. Je soulève aujourd'hui la pellicule adhésive qui protégeait ces figures censées me représenter. Je vide, page après page, des albums qui se peuplent de grands cernes jaunes de formes humaines. Leur cœur est blanc. J'étale les images, je mêle les sorts. Sur le sol, je cache les visages les uns derrière les autres. Te souviens-tu de nos poupées de papier, de leurs vêtements fragiles qui tombaient tout le temps? Je les réunis par paires et elles jouent. Elles échangent des coups d'œil complices et elles rient. M'as-tu vu? J'ai des cheveux maintenant, beaucoup de cheveux, ils sont épais. Je les coupe courts. J'ai des dents, tellement de dents qu'il a fallu m'en arracher pour éviter qu'elles poussent toutes croches. Des cheveux et des dents pour deux. Tout a eu lieu avant l'oubli et même l'oubli. Chaque instant qui passe m'éloigne davantage de ce que j'aurais voulu dire de la poussière quand je ne connaissais qu'elle, sa chaleur enveloppante et opaque. Les personnages des photos, je les suis devenus tour à tour en attendant celui qui les récèlerait tous. Enfin un costume aux coutures invisibles, une peau de rhinocéros. Pour qu'il y ait eu un mort, faut-il qu'il y ait eu un crime? Et s'il y a eu un crime, est-ce que je suis coupable? Je n'ai jamais su que commencer. Trembler est mon secours. Depuis la poussière, c'est chaque jour les mêmes scènes rejouées, noires comme les chambres. Les images, même les plus vraies, doivent être répétées, et pour être répétées, elles doivent être inventées. Alors, ma miette, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'occuper de ma vie. Donc voilà, c'est ce qui clôt le prologue de ce magnifique livre que j'espère vous voudrez lire. Bon, donc dans le livre de Kariam, l'amitié, on sent, constitue un enjeu central. Donc, les surnoms Mamie, en 2 mots, et Mamiette, qui sont en fait les uniques parenthèses de tendresse dans ce recueil très sombre, peuvent à la fois évoquer la jumelle et la grand-mère. D'un côté, les termes mamie rappellent mamie, hein, en un seul mot, donc grand-mère dans le langage enfantin, et de l'autre, ils apparaissent comme une contraction de mon ami. Par définition, l'ami constitue également, et bon, je ne vous apprends sans doute rien, la partie intérieure du pain.
Dans le premier poème que je vous ai lu, on évoque l'idée que, et je cite, la jumelle survivante ait pu incorporer sa sœur sous la forme d'une tumeur contenant des os, des poils, des dents, etc. Quelque chose d'un peu cannibale et d'un peu macabre dans cette idée, j'en conviens, mais la métaphore du pain me semble quand même assez féconde. La sœur avalée par sa jumelle alors qu'elle était dans le ventre de sa mère a quelque chose de cette mie de pain. Elle est la partie intérieure de la protagoniste du livre qui apparaît, elle, comme la croûte, comme la carapace qui se forme au contact du monde réel. Les deux jumelles sont ainsi indissociables l'une de l'autre. Elles forment un tout cohérent. En effet, bon, qui parmi vous a déjà mangé un pain sans croûte ou un pain sans mie? D'ailleurs, dans le prologue du recueil, l'autrice utilise davantage, vous l'avez peut-être entendu, le pronom nous que le je, comme si l'identité de la jeune fille ne pouvait se constituer sans cette jumelle morte, cet ami imaginaire. La jeune fille ira d'ailleurs jusqu'à affirmer plus tard dans le livre, et je cite, « Je suis deux ». Tant qu'à être dans la boulangerie, dans les métaphores de boulangerie, je ne peux m'empêcher de m'attarder un court instant sur le surnom « ma miette ». Bon, la miette, vous le savez, est un fragment de mie, mais elle constitue également, dans le contexte du livre, un motif de survivance. Personnellement, la miette de pain m'évoque beaucoup le conte Hansel et Gretel, dans lequel, vous le savez, un frère et une sœur sont constamment abandonnés par leurs parents. On est quand même pas loin de l'univers du recueil ici. Et ils retrouvent leur chemin en semant des cailloux et des miettes de pain. Si pour les enfants du conte des frères Grimm, les miettes de pain leur permettent de sauver leur vie, l'évocation de ma miette et de ma mie dans le livre de Karian permet à la jeune fille de passer à travers une enfance immensément difficile. Elle apparaît ainsi moins seule dans ce monde cruel. Donc, avant de terminer, je ne peux m'empêcher d'évoquer un romancier québécois qui hante les pages de ce recueil. Un romancier que vous connaissez peut-être, qui a publié en France, d'ailleurs, un des rares romanciers québécois publiés en France, qui a beaucoup écrit sur l'enfance, qui s'appelle Régent Ducharme, qui a écrit La vallée des avalées, L'hiver de force, et plusieurs autres romans, mais un en particulier que j'aime personnellement beaucoup, qui s'appelle Les Enfantomes. Le recueil de Karian est très proche de ce dernier livre. Les coïncidences sont vraiment frappantes. Dans le roman Ducharme, le personnage de Vincent écrit ses mémoires et raconte l'histoire de sa jumelle Ferrier qui est décédée. La sœur de Vincent apparaît comme le personnage le plus important du livre. Vincent ne peut se passer d'elle au point où, tenez-vous bien, il abandonne sa femme pour sa sœur, un peu étrange quand même, mais bon, qu'il surnomme Ma Miel, en deux mots, avec deux L. Donc la ressemblance de graphie est très frappante entre Ma Miel et Ma Miette. De plus, les livres de Karian et de Ducharme présentent des univers d'enfantômes. Les deux œuvres laissent place à des personnages d'enfants et les jumelles perdues apparaissent comme des fantômes qui vivent aux côtés des protagonistes. Je cite un extrait du recueil de Karian. « Un matin, je me suis réveillée anxieuse. Une voix me disait qu'elle était désolée. J'ai voulu lui répondre, mais j'avais déjà beaucoup parlé. » Fin de la citation. Il y a beaucoup de douceur dans ce passage. Bien que l'origine de la voix demeure un peu floue, il y a quelque chose de spectral qui permet de l'associer à la jumelle disparue, cette sœur qui est l'incarnation même du néologisme enfantôme. Enfin, j'aimerais à nouveau citer un très court passage de « Je suis l'ennemi », un passage qui rappelle que c'est dans cette dualité présence-absence que réside le salut de la jeune narratrice. Je cite « Aveugle et fatigué, nous nous reconnaissons même si nous sommes repliés sur nous-mêmes. La nuit n'est pas la nuit si nous la passons debout et ensemble, si nous la consacrons au calme. » Merci beaucoup. Voilà.